Bonjour. Alors, on va aller maintenant de façon un peu plus précise vers ce qui correspond à votre métier, mais tout en gardant une vision mondiale, parce que je crois que c'est vraiment important de regarder ce qui se passe sur l'ensemble du monde. C'est pas sans influence, évidemment, sur ce qui va se passer au niveau français. Donc, mon plan de mon intervention, je vais d'abord vous dire quelques mots sur ce que fait l'Institut national du froid en matière de développement durable. Continuer par présenter le froid et l'effet de serre de façon générale, même si ça ne concerne pas complètement la partie climatisation. Je crois que c'est important, puisque de toute façon, les frigorigènes, les types d'équipements sont les mêmes pour les différentes utilisations du froid, en particulier sur l'alimentation. Donc, et puis bien sûr, je parlerai de l'énergie et de l'amendement de Kigali, avec l'application de l'amendement de Kigali en Europe, dans les autres pays développés et dans les pays en développement. Et en conclusion, donc, l'accélération des tendances actuelles. Alors, d'abord, pour vous dire que très clairement, donc, l'Institut national du froid, donc, qui est chargé de s'occuper de diffuser l'information scientifique et technique sur tous les domaines du froid, tous les usages du froid, depuis de très nombreuses années, donc, est focalisé sur non seulement donc, la qualité et la sécurité des produits alimentaires de la fourchette à fourchette, le confort dans les immeubles résidentiels et commerciaux, donc particulièrement la climatisation, les produits et les services de santé. On a parlé des vaccins, de beaucoup ces derniers temps, les technologies de très basse température et de liquéfaction des gaz, mais aussi donc l'efficacité énergétique, c'est clairement un de nos objectifs principaux, et l'utilisation de frigorigènes à faible impact sur la couche d'ozone et sur le réchauffement planétaire, sans négliger la sécurité. Ça aussi, c'est très clairement dans nos objectifs et on travaille beaucoup dessus. Tout cela dans un objectif de développement durable, parce que donc, il y a à la fois l'environnement et le développement, et c'est important de prendre toutes ces dimensions en compte. Donc là, ce sont les objectifs de développement durable des Nations Unies dans lesquels nous inscrivons pleinement. Et donc, pour ça, donc, il y a toute une série de publications, de guides, de notes d'information, une revue scientifique, l'International du froid, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure en liaison avec notre discussion, une newsletter, on a des bases de données, donc des articles qui se produisent de tout ce qui se passe dans le monde, on organise des conférences, tout cela, donc beaucoup sur les frigorigènes, les conférences sur les frigorigènes naturels, sur le CO2, sur l'ammoniac, sur les HFO aussi, donc ou d'autres frigorigènes fluorés. Donc on a des groupes de travail, notamment sur, par exemple, sur la sécurité des systèmes. Et de plus en plus, donc, on s'est impliqué dans des projets de développement. Donc, ce n'est pas seulement de la recherche, des projets de développement financés par la Banque mondiale, par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, par l'Union européenne, par différents pays européens, dont la France. Et donc, on a une vision, je pense, à la fois scientifique et pratique de ce qui se passe dans le monde. Et on essaie d'agir, évidemment. Alors, le froid et l'effet de serre. Alors, je voudrais rappeler certains éléments de base. C'est d'abord le fait qu'on aura de plus en plus besoin de froid dans toutes ces applications, y compris la climatisation, même si la climatisation donc, a plutôt mauvaise presse. De toute façon, toutes les projections montrent bien et tous les faits montrent bien qu'on aura besoin de plus en plus. Et avec le chauffement climatique, même si j'irais ça a inversement des effets négatifs sur le chauffement climatique, c'est aussi une façon de s'adapter. Donc le problème, c'est de faire de la climatisation durable. Je vais en parler un peu plus de l'alimentation, mais la santé, donc vous avez pu voir tout ce qu'il y avait sur le Covid. Je crois que ça a mis l'accent sur l'importance du froid pour la santé. Et les questions d'énergie, donc les pompes à chaleur, on en parlera plus loin, donc je vais pas en parler beaucoup, mais ça a aussi d'autres implications, par exemple sur l'énergie, donc on s'occupe de liquéfaction de gaz, quand on parle de l'hydrogène liquéfié, donc une des énergies de l'avenir, forcément il y a du froid là-dedans, même le captage et stockage du CO2, ça aussi, je dirais, une des technologies les plus prometteuses, c'est de liquéfier le CO2. Alors, en matière d'alimentation, je voudrais quand même préciser une chose aussi, c'est important d'avoir ça en tête, et c'est vraiment le symbole même du développement durable que nous souhaitons. Nous avons fait les calculs, il y a une note d'information que nous avons publiée cette année sur finalement qu'est-ce que l'absence de froid à cause d'une mauvaise chaîne du froid donc dans les produits alimentaires, qu'est-ce que ça implique comme effet de serre ? Parce que tout ce qui est produit et puis qui n'est pas utilisé, ça a quand même consommé de l'énergie, sans compter les ressources en eau, le sol, etc. Et on a essayé de comparer ça avec le fait de ne pas avoir de perte grâce à la chaîne du froid. Et très clairement, la chaîne du froid non optimisée, donc avec les frigorigènes actuels, avec l'efficacité énergétique actuelle, ça produit 2 fois moins de gaz à effet de serre, grosso modo, 2 fois moins de gaz à effet de serre que le fait de faire des pertes alimentaires. Donc,
Le froid, et encore une fois, les équipements de froid pour l'alimentation, c'est les mêmes que pour la climatisation, en gros, hein, c'est utile. Et la question, c'est le développement durable. Alors l'énergie, évidemment. Donc c'est la première cause d'effet de serre du froid. En moyenne, 63%, c'est même supérieur dans le cas de la climatisation, sauf bien sûr en France. On a bien conscience qu'en France, on a une énergie largement décarbonée. Ce n'est pas le cas ailleurs. Et forcément, ce qui se passe ailleurs, en Europe, dans le monde, aura des incidences sur ce qui se passe en France. Même si on met un peu moins l'accent en France sur ce sujet-là. C'est clairement un élément qu'il faut mettre en avant dès le départ. Les contraintes pour économiser l'énergie vont continuer à croître en Europe, au niveau de l'Union européenne, des pays, des régions, des villes, et ça aura des conséquences sur le froid, hein, même si c'est indirect, parce que quand on fait évidemment des réglementations sur les bâtiments, ça a forcément une incidence sur le froid, sur les climatisations. Et je voudrais aussi rappeler que ce n'est pas qu'une question d'efficacité énergétique. Hein. Il faut que nos équipements soient évidemment les plus énergétiquement, les plus efficaces. C'est aussi l'énergie renouvelable. Hein. Il faut savoir que dans le monde, on développe en particulier, on s'intéresse de plus en plus à l'énergie solaire, au froid solaire. Hein. Il y a plusieurs techniques. On passe par l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, on fait des systèmes d'absorption. Et dans les pays chauds, hein, y compris l'Afrique, l'Inde, les pourtours méditerranéens, et un de ces jours, je pense que ça viendra aussi en France, on a des moyens d'utiliser des énergies renouvelables, enfin le solaire en l'occurrence, pour faire de la climatisation par exemple. Alors, je vais passer à l'amendement de Kigali. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, je pense que vous connaissez tous, hein, la réglementation F-Gaz, l'amendement de Kigali. Je voudrais insister sur quelques points. Le premier, c'est que l'amendement de Kigali, pour diminuer l'utilisation des hydrofluorocarbures, hein, qui est donc inscrit dans le cadre du protocole de Montréal, qui s'intéressait jusqu'à présent aux frigorigènes chlorés, et en particulier les HCFC, les hydrochlorofluorocarbures. Donc cet amendement concerne déterminer 3 catégories. La première, other countries, sont les pays développés. Quand je dis les pays développés, en gros les pays de l'OCDE, hein, et puis aussi tous les pays de l'ancienne Union soviétique, avec quelques règles un peu plus souples pour les pays de l'ex-Union soviétique. Donc le groupe 2, évidemment, dont l'Europe fait partie, la France fait partie, normalement, ces obligations minimales, c'est de commencer une réduction de l'utilisation d'hydrofluorocarbures à partir de l'année 2019, donc ils ont commencé, et avec un objectif en 2036 de moins 85%. Comparez ça avec la F-Gaz, hein, à la fois en termes de commencement du gel et de la réduction, et puis en termes final, hein, puisque nous, on a comme terme final 79%, on va y revenir dans le cadre de l'Europe. Je précise aussi que les pays développés ont normalement arrêté depuis 2020, selon le protocole de Montréal, à utiliser des HCFC, des hydrochlorofluorocarbures. Donc là, c'est la situation générale. Hein, donc on voit qu'évidemment l'Europe est un peu différente, mais c'est important d'avoir ça en tête. Du côté des pays en développement, il y a le plus grand groupe, le groupe 1, qui doit commencer son gel à partir de 2024 seulement, et qui a un objectif 2045, moins 80%. Le fait de lui donner en gros 10 ans de plus de latitude est parfaitement conforme aux objectifs généraux du protocole de Montréal, qui a toujours distingué, et je pense que c'est une des grandes raisons de son succès, le fait que les pays en développement ont un peu plus de temps pour s'habituer, pour développer de nouvelles techniques et les utiliser, que les pays développés. Donc c'est tout à fait normal, mais ça veut dire qu'il y a un décalage important et qui a des conséquences sur l'Europe et sur la France. Dans ce groupe 1, vous avez notamment la Chine. Je cite la Chine parce que ce n'est pas seulement une grande puissance, mais aussi une grande puissance dans le domaine du froid. Pour l'autre groupe, et là aussi c'est un groupe important, donc même si le nombre de pays est moins important, ça comprend notamment l'Inde, hein, qui lui aussi est un grand acteur dans le domaine du froid. Donc là, ça ne commence qu'en 2028, le gel. Hein, et l'objectif final, c'est en 2047, moins 85%. Donc voilà, je crois qu'il faut bien avoir en tête le fait qu'on a des objectifs différents entre l'Europe, les autres pays développés et les différents types de pays en développement. Alors, l'Europe. Alors, je ne vais pas être très très long, on pourra en parler aussi dans le débat, puisqu'il y a d'autres personnes qui vont parler plus longuement de l'Europe. Je voudrais simplement insister sur les points suivants. L'Europe est clairement en avance sur tous les autres.
Et on est dans une phase de révision de l'orientation F-Gaz, hein, donc avec de vraies questions sur le renforcement. Hein. Il est évident, enfin, de mon point de vue, hein, qu'on ne va pas l'alléger. Avec deux craintes, je dirais. Hein. La première, c'est le trafic, parce que justement, l'Europe est en avance sur le reste. Bon, vous le savez très bien, certainement. Donc, il y a des trafics de frigorigènes venant notamment des pays de l'Est, hein, enfin, transitant par les pays de l'Est. Quand je dis les pays de l'Est, donc l'ex-URSS, la Turquie, bon, essentiellement. Et c'est pas négligeable du tout. Hein, il y a des études qui ont été faites, hein, l'ordre de 20% quand même des frigorigènes utilisés, c'est pas rien. Donc bon, on pourra en débattre plus loin, un peu plus tard. Et puis, je voudrais insister, peut-être pas suffisamment, sur la coordination avec les politiques énergétiques. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Union européenne, mais c'est exactement la même chose au niveau français, hein, au niveau local, on a en gros deux types de personnes, deux types d'organisations assez séparées entre les personnes qui s'occupent de l'énergie et les personnes qui s'occupent des frigorigènes. Et ça a des conséquences, c'est-à-dire que on peut développer un certain nombre de politiques énergétiques indépendamment des politiques frigorigènes. Or, de mon point de vue, il serait souhaitable qu'il y ait une bonne coordination, un bon phasage entre les deux. Parce que si on prend des réglementations sur l'efficacité énergétique avant les réglementations sur les frigorigènes, enfin la diminution d'utilisation de certains frigorigènes ou l'inverse, bon, c'est pas forcément le meilleur choix qu'on pourra faire pour essayer de diminuer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, à la fois sur le court et sur le long terme. Sur le court terme, bon, les frigorigènes, c'est clair. Le long terme, c'est l'efficacité énergétique. Mais quand on construit un équipement, ça dure 10, 20 ans. Il faut aussi s'occuper de l'autre point de vue. Donc ça, c'est à mon avis un vrai sujet. On pourra y revenir aussi. Alors, les autres pays développés. Alors d'abord, une chose, c'est que dans la plupart des pays développés, je cite le Japon, mais c'est vrai sur les autres, il y a un certain nombre de réglementations. Alors je mets de type première régulation F-Gaz, hein, c'est sûr, bon, c'est différent de la F-Gaz évidemment, mais disons des réglementations qui visent à diminuer les fuites, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, de ce côté-là, si vous voulez, ça existe depuis longtemps, ça va se renforcer, il y a pas, j'ai aucun doute là-dessus. Par ailleurs, donc, comme vous l'avez montré tout à l'heure, ils doivent avoir commencé la réduction des HFC depuis 2019. Alors c'est trop tôt pour faire un bilan, hein, donc je ne suis pas capable de vous dire si ça va être bien respecté ou pas, mais très clairement, tous les pays développés s'orientent vers une diminution des HFC, et même les pays qui n'ont pas encore ratifié le protocole de l'amendement de Kigali le ratifieront, et même s'ils ne le ratifient pas, ils se mettront dans la même voie. Donc là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. Et j'ajouterais que les ambitions en matière climatique, de neutralité carbone, d'urgence, bon, ça, Georges Jouzel les a très clairement montré tout à l'heure. Toutes ces ambitions poussent à agir sur les gaz à durée de vie courte dans un court terme, même si on s'intéresse avec le CO2 sur le long terme. Donc de toute façon, il me paraît évident que dans les stratégies qui vont être développées dans les toutes prochaines années, on va mettre l'accent sur les frigorigènes fluorés et donc l'amendement de Kigali qui existe déjà. Alors les pays en développement, alors d'abord, il faut bien se rendre compte que là aussi, donc il y a un certain nombre de choses qui se préparent, hein, même s'ils ont du temps pour s'y mettre. Je peux vous dire que notamment le pays comme la Chine commence déjà à préparer des réglementations, qui a clairement une volonté de développer des frigorigènes à faible effet de serre, hein, quand on regarde les investissements qu'ils font, les conférences, les ateliers, les réglementations qui se mettent en place. Donc il y a une volonté de ne pas rater en quelque sorte le rendez-vous de Kigali, même si, bon, évidemment, ils prendront un peu de temps. Pour l'Inde, pour les autres pays donc, qui ont déjà obtenu, je dirais, un délai supplémentaire, hein, dans le deuxième groupe de pays, l'article 5. Donc, même si, je dirais, c'était évidemment les plus réticents à adopter cet amendement de Kigali, même si donc, ils n'ont pas forcément ratifié cet amendement, hein, donc on peut attendre encore un petit peu. Donc, c'est plus lent. Mais il y a des projets qui sont lancés. Et je peux vous dire qu'en tout cas, au niveau des aides internationales, hein, qu'elles émanent de la Banque mondiale, des différentes agences et programmes des Nations Unies, de l'Union européenne, des pays qui cherchent à aider ces pays en développement, parce que même si c'est insuffisant, bon, il y a quand même un certain nombre de programmes qui sont lancés. Il y a clairement la volonté non seulement de supprimer les HCFC. Je vous rappelle que pour ces pays en développement, selon le protocole de Montréal, ils doivent supprimer les HCFC d'ici 2030.
Bon, mais d'aller aussi plus loin, de profiter de cette suppression des HCFC pour aussi diminuer l'utilisation des HFC. Donc il y a très clairement cette volonté, et heureusement, parce que supprimer les HCFC sans diminuer dès maintenant les HFC n'a pas grand sens d'un point de vue climatique. Et on pourra y revenir. Je constate qu'il y a un très fort accent qui est mis sur le frigorigène naturel dans les commandes qui nous sont faites, dans les projets dans lesquels nous sommes associés. Donc, que ce soit aussi au niveau des instances des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou des pays, y compris la France. Donc, le fait de mettre l'accent, autant que faire se peut, sur les frigorigènes naturels lorsque on essaye de développer une chaîne du froid ou une climatisation plus respectueuse de l'environnement. Cela dit, il faut être clair, dans l'avenir proche, donc il y a un risque de trafic qui n'est pas négligeable et sur lequel il faudra que l'Union européenne se penche. En conclusion, je dirais qu'il y aura certainement une accélération des tendances que l'on pouvait déjà déceler. Le froid est devenu une priorité mondiale. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais depuis 2019, il y a eu un certain nombre de déclarations des Nations Unies. C'est maintenant parfaitement ancré dans toute une série de manifestations mondiales, comme les réunions du G7, du G20. Il y a des sommets sur l'alimentation. Il y en avait un la semaine dernière, donc je suis moi-même intervenu donc, dans ce cadre de ce sommet qui donc, a compris clairement donc, des engagements sur la chaîne du froid. La chaîne du froid pour l'alimentation est clairement dans les objectifs, alors que quelques années, quand on discutait avec le FAO, il se posait vraiment la question de savoir si c'était un sujet stratégique. Ça a changé. Et dans toutes les préparations qu'il y a sur la COP de Glasgow, dont on a parlé un peu tout à l'heure, donc une des questions, c'est de savoir comment est-ce qu'on va traiter le froid dans cette COP de Glasgow. Il faut s'attendre probablement à un certain nombre de discours. Moi, on a accepté le fait que je fasse un communiqué. Évidemment, je mettrai l'accent sur ces sujets-là. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il est plus facile d'agir sur les frigorigènes fluorés que sur le reste. Et donc, là encore, attention à la coordination avec les engagements sur l'énergie. C'est en tout cas le message que nous, on essaie de faire passer, notamment au niveau européen, de faire en sorte qu'il y ait une bonne coordination entre les deux. Il y aura des frigorigènes intermédiaires, au moins pour des équipements récents. Ne croyez pas, et heureusement, je dirais qu'on va comme ça supprimer tous les frigorigènes fluorés d'un instant à l'autre. Certainement pas. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que plus leur effet de serre sera faible, mieux ce sera. Et à chaque fois que c'est possible, d'utiliser des frigorigènes à très faible effet de serre plutôt que d'autres. Donc, les frigorigènes à très faible effet de serre, entre 0 et 1, si possible, c'est les HFO, c'est les hydrocarbures, c'est le CO2, c'est l'ammoniac. Donc, ce sont ces frigorigènes qu'il faut privilégier dans toutes les mesures possibles, bien sûr, en tenant compte de l'efficacité énergétique, j'ai insisté là-dessus, et puis aussi de la sécurité. Il est évident qu'on ne peut pas non plus ignorer les risques d'inflammabilité, par exemple, ou les risques de toxicité. C'est quelque chose de fondamental et on ne va pas imposer, où que ce soit, dans quelque application que ce soit, des systèmes dangereux. La pression sur les frigorigènes synthétiques continue et continuera. Peut-être à bas bruit en quelque sorte, mais elle continuera. Les frigorigènes naturels, on le voit en poupe, c'est très clair. Dans tous les projets internationaux dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Vous savez qu'il y a des demandes de plusieurs pays européens sur la directive REACH, sur le fait de limiter ou d'interdire des HFO en particulier qui sont dans le viseur à cause des TFA, donc trifluoroacides. Bon, il y a des discussions, des pays qui ont commencé à prendre position sur les frigorigènes synthétiques. Je ne pense pas que, si vous voulez, le problème soit dans l'immédiat, je ne crois pas du tout, mais sur le long terme, il faut être conscient qu'il y a une volonté, autant que faire se peut, d'utiliser des frigorigènes naturels plutôt que des frigorigènes fluorés. Et clairement, la part des frigorigènes naturels va s'accroître, même si les autres ne disparaîtront pas à cause des coûts d'investissement et des questions de sécurité. Et c'est vrai dans le monde et en particulier en Europe. Et je vous invite à regarder un article qui a été publié cette année dans notre revue internationale du froid, qui est une revue scientifique, un comité de lecture, une revue commune entre nous et Elsevier. Donc c'est du sérieux. Donc il y a toute une étude de projection de différents scénarios, application par application, pour voir quels seraient les frigorigènes à l'horizon 2030. Donc clairement, on aura toujours des frigorigènes fluorés, mais la part des frigorigènes naturels va s'accroître.
C'est très clair, fluorure naturelle. Donc, comme je disais, le CO2, l'ammoniac, les hydrocarbures, dans une moindre mesure l'eau. On s'intéresse à nouveau à des systèmes à eau, par exemple, ou à air. Le CO2, comme vous devez le savoir, donc, se développe beaucoup dans de nombreux pays, parce que ça paraît comme un frigorigène relativement sûr et intéressant. Les normes en matière de sécurité vont s'assouplir, mais resteront nécessaires. Et c'est un mouvement, en revanche, qui prendra du temps pour faire en sorte qu'on puisse utiliser des frigorigènes naturels ou autres frigorigènes fluorés, mais je dirais légèrement inflammables. On pourra les utiliser, je dirais, modérément quand même, si on ne met pas en place un certain nombre de mesures de sécurité. Voilà, donc je vous invite à regarder notre site internet. Vous y verrez d'ailleurs notamment, c'est l'article dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puisque le prochain congrès que nous organisons, en dehors de toutes nos conférences thématiques, on organise des congrès tous les 4 ans, donc sur l'ensemble des sujets, l'ensemble des technologies et des sujets du froid, vous avez de la chance. Le prochain, en 2023, aura lieu à Paris, donc j'espère que tout le monde sera là. Merci pour votre attention.